Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, Marco, 6 équipes de F1 risquent de dépasser le plafond 2022. C'était pas Horner qui avait dit ça il y a quelques jours, quelques semaines aussi, là. Ils se sont donné le mot, chez Red Bull, visiblement. Ouais, c'est ça, c'était bien lui. Selon nos dernières réunions, avec le statut actuel des choses, 6 équipes sont au-dessus. L'inflation est quelque chose qui n'était pas calculable à ce point. Il y a eu une augmentation des budgets, mais c'était loin d'être suffisant. Surtout en ce qui concerne les dépenses énergétiques. Il faut voir ce que la FIA va faire, car les équipes anglaises ne sont pas logées à la même enseigne que les autres. Selon tes dernières réunions, mais en fait, je suis sûr que c'est faux. Je suis sûr qu'il n'y en aura pas 6. Peut-être qu'il y aura encore Red Bull, par contre. L'Autrichien a toujours du mal à accepter la sanction concernant 2021. C'était la première année du plafond budgétaire, la règle était encore vague. Ils ont réagi tardivement avec des éclaircissements. Nous avons demandé à Ernst Young de tout vérifier. Il faut bien pouvoir compter quelque chose et nous pensions avoir un filet de sécurité de 3 millions. Au final, il ne restait que 400 000 de trop. Avec cet argent, Hamilton aurait construit un aileron avant capable de gagner en 2021. Et Haas, une toute nouvelle voiture. C'est le jeu dans le paddock de tout exagérer. Cet énorme troll. Qu'a dit Mateshitz de toute cette affaire avant son décès? Une réunion était prévue la semaine après le Mexique pour réagir aux coups portés. Il n'en est évidemment plus question. Mateshitz a pris tellement de coups tout au long de sa carrière. Red Bull a fait face à de nombreuses allégations ces dernières années. Il y a donc un certain esprit combatif. Et il l'avait aussi. Et il n'a pas aimé les accusations. Du point de vue financier, en tout cas, il n'y a pas de souci à se faire pour Red Bull comme AlphaTauri. AlphaTauri se porte bien, il n'y a aucun besoin financier de vendre l'équipe. Il y a davantage un besoin de ramener l'équipe à un niveau supérieur sur le plan sportif. En ce qui concerne le montant versé, Red Bull est représenté de manière disproportionnée sur la voiture. Si vous retiriez la publicité Red Bull et la vendiez à des sponsors commerciaux, nous aurions des résultats financiers très positifs. Ok, d'accord. Eh ben écoutez, que dire d'autre? Là, chez Red Bull, ils considèrent qu'il y aura 6 équipes au-dessus en 2022. Malheureusement, on aura la réponse pas avant mars, voire avril 2023, voire ça se trouve septembre-octobre. Donc, moi j'y crois pas. Je pense pas qu'il y aura 6 équipes au-dessus. Je crois que c'est de l'enfumage, comme ils ont l'habitude de le faire chez Red Bull. Vous en pensez quoi, vous? Ciao. Comment New Way a anticipé le marsouinage sur la RB18? Franchement, bravo, parce qu'il n'y a que lui qui l'a vu venir. Donc, à croire que c'est le seul intelligent en Formule 1. J'ai étudié l'aérodynamique à effet de sol et mon dernier projet pendant mes études portait sur son application dans les voitures de sport. Déclaré New Way, cherché un stage et j'ai écrit aux équipes qui ont couru en 80. La plupart n'ont pas répondu, mais Harvey au nom imprononçable, Alors attendez, Postlethwaite, je pense que c'est comme ça qu'on dit, qui travaillait chez Fittipaldi à l'époque, m'a proposé un poste d'apprenti dans son département aérodynamique. Il s'est avéré que j'ai été le chef du département, il n'y avait que moi. L'ingénieur révèle qu'il n'était pas surpris de constater ce phénomène et qu'il s'est étonné que d'autres ne l'aient pas anticipé. Du côté de Red Bull, le problème était quasiment réglé avant même la première course de la saison. J'ai deviné ce qui nous attendait. Tout au plus, j'ai été surpris par l'ampleur. Mais en fait, tout le monde aurait dû le savoir. C'est un phénomène qui est dans les gènes de ces voitures. Mais il y avait les moyens de le prévoir et nous l'avons maîtrisé assez rapidement avec notre évolution le dernier jour des essais de Bahreïn. Nous l'avons contenu à un point tel que ce n'était plus un gros problème. New Way révèle que la première fois qu'il étudiait ce nouveau règlement, il ne l'a franchement pas apprécié. Je vais être brutalement honnête, lorsque j'ai lu les règlements pour la première fois, ils m'ont laissé froid. J'ai toujours l'impression que certaines choses ont été manquées. Mais il est évidemment facile d'être critique. Au fur et à mesure que nous les avons abordés, j'ai commencé à les apprécier. Ils ont rendu les choses assez complexes. Je pense que je peux parler au nom de l'équipe. Dans l'ensemble, nous avons vraiment apprécié le défi de ce nouvel ensemble de règles. En revanche, il a été rassuré de voir que toutes les monoplaces ne se ressemblaient pas. Ça a été une surprise, mais une bonne surprise. Lorsque nous avons examiné le règlement, pour la première fois, la première réaction était que toutes les voitures allaient se ressembler. En y regardant de plus près, c'est vrai pour certaines zones autour des roues avant, des roues arrière, des écopes de frein, du nez, de l'aileron arrière, et des dérives verticales. Comme nous le craignons, ces zones sont très similaires sur toute la grille. Mais les pontons sont en fait très ouverts, et nous avons maintenant cette situation satisfaisante, à mon avis, que presque chaque équipe est venue avec sa propre interprétation différente de la meilleure solution aérodynamique. Malgré le fait que Red Bull soit toujours aux avant-postes et que les équipes de pointe soient toujours les mêmes, New Way note que des changements ont eu lieu dans la hiérarchie. Alfa Romeo et Haas sont avancés plus que jamais, et McLaren et Aston ont légèrement reculé. Si vous regardez le dernier changement majeur de règles à ce sujet en 2009, on avait vu également Ferrari et McLaren céder leur domination à Brown et Red Bull. Ce genre de changement de règles conduit rapidement à un changement de hiérarchie. Enfin, l'ingénieur confirme plutôt, qu'il n'a pour le moment repéré aucune autre innovation chez les autres équipes. Moi-même, je me promène aussi sur la grille en regardant les autres voitures. Honnêtement,
Je n'ai rien de mieux à faire à ce moment-là. Si j'y vois quelque chose, je regarde les photos plus tard. Bon, bah écoutez, on peut quand même dire que Mercedes a innové avec son 0 ponton là. Mais bon, ça n'a pas l'air de l'intéresser plus que ça finalement. En même temps, la RB18 est tellement rapide, ils n'ont pas besoin d'un autre concept. Hein. Donc voilà, New Way qui avait vu venir, le marsouinage. Bravo à lui. Ciao, ciao. Et Vettel ne comprend pas les retards de la F1 sur les carburants synthétiques. Ah bah ça, malheureusement, je crois qu'il y a des contrats en cours avec les gros pétroliers, ça aide pas. Hein. L'Allemand pense que le sport attend trop longtemps pour prendre des mesures qui pourraient être plus rapides, notamment en termes de carburant. Il espère donc du changement à l'avenir avec la réglementation des moteurs 2026. Ces nouvelles règles devraient garantir que la Formule 1 devienne plus durable et donc évolue plus vite avec son temps. Ce sont de bons plans, mais c'est un peu trop tard malheureusement. Je pense que 2026 c'est trop tard pour voir la F1 comme pionnier dans le domaine des carburants synthétiques parce qu'ils existent déjà. Alors pourquoi attendre encore 4 ans ? Il n'a pas tort. La Formule 1 est beaucoup trop occupée par le présent et regarde beaucoup trop peu les possibilités de l'avenir. Elle est occupée à se développer au lieu d'être un pionnier de la mobilité de demain avec plus d'anticipation. Je trouve ça un peu gênant. Le DITS est disponible à la station-service depuis plus d'une décennie, il est arrivé en F1 que cette année. Je vois davantage les carburants synthétiques comme une nouvelle technologie de transition car leur production nécessite beaucoup d'énergie renouvelable. Cette énergie peut être mieux utilisée pour le chauffage et l'eau chaude. Et oui, pas faux ça, Sébastien Vettel. Les carburants synthétiques sont-ils donc une arnaque ? Le débat est lancé. Alors pourquoi ils attendent au 2026 ? Bah écoutez, on va demander à Dominique Ali, je lui envoie un SMS et je vous redis après. Allez, ciao. Alors voilà qui va plaire à Fernando. Aston Martin vise un développement agressif en 2023, afin de revenir à l'avant du peloton, derrière les top teams. Nous voulons arriver à l'avant du peloton, et pour ça on doit être agressif, déclare monsieur Tom McCullough, directeur de la performance. Nous avons essayé d'être agressifs autant que nous le pouvions cette année, mais avec le plafond budgétaire et la ressource disponible, ça a été difficile. Il y a des pièces que nous aurions aimé fabriquer. L'aileron avant, par exemple, est en grande partie le même que celle avec laquelle nous avons commencé l'année. Il y a tellement de choses que nous aurions pu faire, mais nous ne pouvions pas nous le permettre dans le cadre du plafond budgétaire, surtout après les changements importants que nous avons apportés à la voiture à Barcelone. Désormais, l'ingénieur explique que son équipe veut aborder 2023 avec une meilleure base. La formule a quelque peu changé pour 2023, nous devons mettre en commun toutes nos idées et tous les enseignements tirés de cette année afin de proposer une voiture nettement meilleure. Mais tout est relatif, car toutes les équipes font la même chose. Nous pensons que la voie sur laquelle nous nous sommes engagés est la bonne et nous serons en mesure d'itérer cette voiture 2023 pour offrir constamment plus de perfos plutôt que de devoir changer de concept à la mi-saison. Il se félicite en tout cas de voir l'équipe évoluer dans sa manière de travailler. Tous les nouveaux membres de l'équipe sont bien intégrés. Beaucoup de nouvelles idées circulent et ils complètent les compétences et l'expérience des membres actuels de l'équipe. Et surtout, tout le monde va dans la même direction. Nous savons dans quelle direction nous devons aller. On doit garder la tête baissée, nous sommes serrés les coudes pour faire avancer la voiture pendant la saison et nous assurer que nous sommes sur la bonne voie pour l'année prochaine. Bah, je dirais que ouais, Aston Martin, ça progresse fortement. Et Alonso doit se réjouir de ce progrès. Lui qui conduit une bonne Alpine, mais l'Alpine, le problème, c'est la fiabilité. Hein. Clairement, ça ne va pas du tout, la fiabilité chez Alpine. Et il pète un plomb, Fernando. Il est temps pour lui de quitter cette équipe, de nouveau. Décidément, Alonso et le groupe Renault. Hein. Au début, tout va bien, et après, tout va mal, quoi. Je vous laisse commenter. Un rapprochement entre Alfa Romeo et Haas. En 2024, l'accord entre Alfa Romeo et Sauber prendra fin en 2023. La société italienne pourrait-elle sponsoriser Haas à l'avenir ? Alors, je pensais qu'ils avaient fait ce qu'il fallait, Alfa Romeo, qu'on ne les reverrait plus en F1, mais bon, apparemment, il y a quand même des rumeurs qui vont dans ce sens, qui pourraient rester. Récemment, Haas a annoncé un nouveau sponsor titre avec Monogram, dont la participation serait de 20 millions de dollars par an. Les couleurs de Monogram étant identiques à celles d'Alfa Romeo, rouge, blanc et noir, il y a probablement une certaine logique à ça. Le nouveau contrat de sponsoring de Haas est important pour le groupe américain, car il lui permet de se rapprocher du plafond des coûts de la F1 pour la première fois. L'écurie est en passe de réaliser son meilleur classement en championnat constructeur. Haas a été contraint d'abandonner le World Quali, bon ça ok, nanana. Alors Williams Torre, arrêtez un peu avec lui là. Il a un infect ce mec. Le partenariat a finalement pris fin lors du Grand Prix 2019 de Grande-Bretagne, parce que Rich Energy était frustré par la compétitivité de Haas. Bon bref, après ça parle de Rich Energy, on s'en fout. L'idée c'est que, est-ce que Alfa Romeo pourrait sponsoriser Haas en sponsoring comme ils ont fait avec Sauber du coup. Je sais pas, hein, franchement j'y crois pas trop personnellement, je pense que Alfa Romeo ils vont se retirer de la F1 tout simplement en fait. Donc voilà, moi j'y crois pas cette rumeur. Et vous ? Ciao. Et Perez qui indique le moment où il a cessé de croire au titre mondial 2022. Bon, c'était pas beaucoup après le début de saison, hein. Il affirme que c'est après son abandon en Autriche
causé par un accrochage avec Russell, qui ne croyait plus en ses chances de sacre. Il accusait 57 points de retard sur Verstappen. Je pense avoir appris un très bon départ cette année, mais il y a quelques courses où je me suis retrouvé en difficulté avec la voiture, elle me coûtait des points précieux, et la chance de me battre au championnat. Je pense notamment à l'Autriche, où j'en ai percuté. On était proche du championnat, c'était un véritable coup dur. Après ça, nous avons connu d'autres courses difficiles. L'RB18 a probablement été développé en faveur de Verstappen. Mais oui, on le sait tous, merci. Je pense que c'est probablement le cas, il arrive parfois que les évolutions amenées nous soient plus ou moins bénéfiques en termes de maniabilité. Nous avons vu cela se produire pour d'autres pilotes, je pense que la voiture était surtout développée en direction de Max. Mais en tant qu'équipe, nous sommes parvenus à bien comprendre cela, et j'espère que nous éviterons que ça se reproduise dans le futur. Alors, comment te dire? Tu crois vraiment ce que tu dis, Sergio, là? Tu crois vraiment qu'en 2023, la voiture sera pas développée pour Max aussi? Tu es bien naïf, mon pauvre Checo. Oh là là là. Sacré Checo. Il est sympa, mais bon, il est un peu naïf. Bon, allez, je vous laisse commenter, ciao. Alors, Bottas qui évoque Mercedes, qui donnait souvent raison aux ordinateurs sur les réglages. Hamilton ressentait la même chose. Hamilton et lui étaient parfois repris par leurs ingénieurs au moment de régler leur voiture. Ces derniers disposant de simulations informatiques leur indiquant une autre manière de gagner du temps autour. Les retours d'un pilote sont essentiels pour aider une écurie à déterminer les bons réglages. Mais, étant une structure de pointe, l'équipe allemande dispose aussi d'outils très évolués, lui permettant d'obtenir des simulations très précises, qui à certaines reprises demandent une direction différente de celle souhaitée par le pilote. Si le Finlandais n'était pas contre l'idée de s'appuyer sur les données fournies par l'ordinateur, il préfère malgré tout se baser sur son ressenti. C'est ainsi qu'une équipe de pointe fonctionne. Je pense que Lewis ressentait la même chose, il préférait parfois décider de la direction à prendre, mais les ingénieurs disaient « Non, l'ordinateur a dit cette chose-là, donc tu te tais, Lewis ». Et Valtteri aussi. C'était parfois un peu comme un combat, mais c'était bien de pouvoir discuter de ces choses-là. Il possède des technologies et des outils de simulation très avancés, qui donnent souvent raison à l'ordinateur. Mais c'était pas toujours le cas à 100%. Désormais pilote chez Alfa Romeo, qui ne dispose pas encore des mêmes outils que son ancienne équipe, Bottas apprécie que ses retours soient davantage pris en compte. Les outils de simulation se développent bien à une ville. Pour le moment, j'ai l'impression que le facteur humain a plus d'importance, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ouais, et du coup, ils ont moins de technologie, donc forcément, ils reposent plus sur le pilote. Ouais, bah après, faut que leurs ordinateurs soient bien étalonnés, c'est ça surtout. Après, si l'ordinateur dit qu'il faut aller dans cette direction, bon, si c'est vrai, faut l'écouter, quoi, j'ai envie de dire. Faut que les pilotes comprennent que l'ordinateur, s'il est bien programmé, encore une fois, c'est lui qui va faire gagner du temps autour, sur la voiture, avec les réglages. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Gasly explique en quoi le monde de Red Bull va lui manquer. Ah ouais, tiens donc. Red Bull donne accès à tant d'industries, à tant de sports et d'athlètes. Ce que les gens voient, c'est principalement ce qui se passe dans le paddock autour de la F1, mais Red Bull est tellement plus grande que ça. J'en ai parlé avec quelques amis, faire partie de Red Bull vous donne accès à un monde incroyable. J'ai rencontré des centaines d'athlètes Red Bull, de différents sports et d'expériences, et les connaissances que vous en tirez sont inestimables. Les aventures et les activités vont me manquer. J'ai piloté des avions d'acrobatie, j'ai fait du parachutisme, j'ai surfé en Australie, j'ai fait des trucs dont je parlerai toute ma vie. En plus de ces aventures loin de la piste, Gasly pense que la présence de Red Bull à travers le monde lui a été très bénéfique. Ça fait 9 ans que partout où je vais, je suis perçu comme un athlète Red Bull. Red Bull a des bureaux partout dans le monde. Je faisais ma préparation physique au Red Bull Training Center en Californie au début de chaque année. Je vais chez Red Bull America, ils m'accueillent et s'occupent de moi. Je vais chez Red Bull Japan, ils sont là pour vous. Vous trouvez vos marques pratiquement n'importe où dans le monde à l'intérieur de Red Bull. Et ça va certainement changer, ça va me manquer. Quant à AlphaTauri spécifiquement, je les appelle ma deuxième famille. Ils m'ont donné ma chance en F1, et je travaille avec eux depuis plusieurs années. Ils me connaissent et savent tout de moi. Ma personnalité, ma façon de travailler, c'est très naturel de travailler avec eux. Ça ne m'a pas encore occupé l'esprit, mais c'est sûr qu'à Abu Dhabi va être chargé d'émotions, sachant que je ne serai plus avec eux. Ouais, alors c'est sa deuxième famille, mais il y va, dans la radio, envers sa deuxième famille, Gasly, en ce moment. Il rigole pas, hein. Donc, ouais, l'univers Red Bull va peut-être lui manquer, mais bon, ses coups de gueule envers AlphaTauri, peut-être que ça va pas trop lui manquer, ça par contre. Voilà pour la petite déclaration de Gasly, on verra donc s'il est heureux ou pas chez Alpine l'année prochaine. Et surtout, on a hâte de savoir comment ça va se passer avec Ocon. Allez, ciao. Leclerc refuse de critiquer Ferrari sur la place publique, être honnête avec les uns et les autres, et tout construire là-dessus. Ouais, alors, il mériterait quand même Ferrari par moment cette saison. En plus, Binotto qui était dans le déni là, qui voulait pas assumer ses erreurs, c'était insupportable. Leclerc préfère ne pas s'attarder aux critiques vives, jugeant qu'il est important de se concentrer sur les aspects les plus importants. Je ne fais pas attention à ça, je suis sûr qu'il y avait beaucoup de négativité qui circulait à l'époque. Mais je pense pas que nous devrions nous concentrer sur ça, ça nous aide pas, nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. À un moment donné, on s'y habitue, il faut aller de l'avant. Je ne veux pas me concentrer sur ce qui se dit à l'extérieur. Je me contente de regarder l'équipe et de m'assurer qu'elle sait exactement sur quoi nous devons travailler. Le Monégasque se rappelle que les critiques viennent de personnes peu informées. Nous ne devrions pas nous concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur. Quand quelque chose ne va pas,
Les gens critiquent parfois sans aucune raison. La F1 est un sport très complexe. Il est très difficile de comprendre exactement ce qui se passe à moins d'en faire partie. C'est pourquoi nous ne devrions pas laisser cela nous rendre fous. Nous devons être honnêtes les uns envers les autres, en interne et se développer sur cette base. Donc Leclerc insiste sur le fait que si des erreurs de l'équipe doivent être critiquées, ça se fait en interne. Dans une équipe, vous devez être honnête avec les uns et les autres, et tout construire là-dessus, je suis toujours le premier à admettre mes erreurs. Mais quand il s'agit d'erreurs d'équipe, j'en parlerai pas publiquement. Nous en discutons au sein de l'équipe, c'est mon approche. Lorsque je parle aux médias, je suis aussi sobre que possible, mais j'essaie de faire en sorte que ma voix soit toujours entendue au sein de l'équipe. Très bien Charles, bah écoutez, il est corporate on va dire, il va pas enfoncer Ferrari publiquement. Après s'il faisait ça je pense que sa place serait menacée, donc c'est pas dans son intérêt non plus parce qu'il rigole pas chez Ferrari avec les critiques. Donc je vous laisse commenter. Et la F1 promet le meilleur show du monde à Las Vegas à un prix abordable. Des billets à prix accessibles à Vegas. Oh, attendez, les prix accessibles ça dépend, c'est relatif hein. Et Lewis Hamilton qui a gratifié le public de quelques donuts a d'ailleurs eu une mésaventure, un faux contact sur sa Mercedes en plein Las Vegas Strip a failli faire partir dans le décor. Ouf. Bon, ça aurait été un peu ridicule là. Je me suis presque craché sur Hamilton, il y avait tellement de fumée, je n'avais aucune idée d'où j'étais complètement perdu. Je n'arrivais pas à retrouver les bâtiments, alors j'ai commencé à faire machine arrière, et la barrière était juste là. Et oui, Lewis Hamilton incapable de faire des donuts. Il n'est plus bon pour la F1. Donc, passons. Dominique Cali le promet donc, Liberty Media mettra les moyens qu'il faut, la F1 aura un positionnement spécial pour cette course. Nous allons offrir le plus grand spectacle du monde et montrer au monde ce qu'est la F1. Et là, la course va être pourrie, ça va être une procession pendant les 50 tours. Super quoi. C'est une chose d'organiser une course, c'en est une autre d'organiser une course qui n'a jamais eu lieu auparavant, surtout dans une ville comme Vegas. La F1 n'a jamais vendu de billets auparavant, elle n'a jamais fait la promotion d'un événement auparavant. Nous sommes des employés de Liberty Media travaillant dans les bureaux à Vegas, comme si nous étions en promoteur. Mais nous travaillons main dans la main avec la F1 pour organiser le meilleur événement du monde. Vegas demande un modèle complètement différent en raison de l'infrastructure des casinos et des clients. Cette course est donc entièrement soutenue par Liberty. Notre avantage est d'être à 1h30 de Denver. Donc du point de vue de l'infrastructure, c'est incroyable. Fraser le promet aussi, les places seront vendues à un prix abordable. Au moins au premier prix pour permettre à tout le monde ou presque de sentir l'odeur de la F1. Nous prévoyons un énorme festival avec 45 000 personnes. Nous travaillons avec les casinos pour organiser des watch parties. L'idée est qu'entre aujourd'hui et novembre 2023, notre seul objectif est d'organiser la meilleure course du monde et nous assurer que nous ne laissions pas échapper cette opportunité. Nous prévoyons des tickets à admission générale à prix abordable, des tickets qui donneront accès à des zones d'hospitalité. Nous essayons donc de faire en sorte que ce soit accessible. L'autre chose que nous essayons de faire est d'ajouter de la valeur à nos billets. Je pense que nous serons la première course all-inclusive du calendrier. Ainsi, la nourriture et les boissons, à l'exception de l'alcool, pour des raisons légales, seront fournis avec tout type de billets de tribunes achetés. Bah, encore eux qu'ils n'ont pas fourni l'alcool avec, oui. Nous nous disons que oui, Vegas va être plus cher, mais on se demande aussi comment faire pour que les gens puissent se payer le billet qu'ils veulent ou avoir accès au billet qu'ils veulent. De notre point de vue, il s'agit de reproduire le sentiment que tout le monde est le bienvenu. Il y a plus de 150 000 chambres d'hôtel ici à Vegas, ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'espace et que Vegas plaît à tout le monde. Il y a le super luxe, mais il y a aussi les chambres à très bon prix. On parle tout de même de billets coûtant jusqu'à 100 000 $. MGM Resorts International proposera un package incluant les nuitées d'hôtel. Le Caesars Palace proposera aussi des expériences de 5 000 $ pour 3 nuits. Ouh. Mais pour Fraser, c'est un faux débat. Cette perception sur les tickets à 100 000 $ est probablement basée sur l'expérience ultime de la course de F1, qui pourrait être organisée pour les gros clients des casinos, qui sont prêts à venir perdre des millions de dollars ce week-end-là. Le truc avec Vegas, c'est qu'il y a du très bas de gamme ou du très haut de gamme. Il y en a pour tous les goûts. Qu'on se le dise, Fraser reste donc confiante pour le succès de son événement. Je ne suis pas aussi inquiète à ce sujet que certains le pensent. Le niveau d'attente sur le produit final doit être pris en compte. Donc mon plus grand stress est de m'assurer que nous répondions à cette attente. Je pense que ce qui me tient éveillé la nuit, c'est la pression de la Formule 1 de Vegas. Avec toutes les nouvelles et ce dont tout le monde parle, vous pouvez le sentir. Ok, bah écoutez, ils ont l'air très motivés. Hein. Meilleure course de la Formule 1 jamais organisée, rien que ça. Bah écoutez, en tout cas les promesses sont grandes, j'espère qu'on ne sera pas déçus, évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez de cette attente autour de Las Vegas? Est-ce qu'on va assister à la meilleure course de F1 depuis la création de la Formule 1? Carrément. Allez, ciao ciao. Hamilton et sa famille Mercedes, nous n'avons pas de limite. Lewis, un ingénieur, pilote, mentor, homme engagé. Incroyable. Bon allez, ce sera la dernière de la semaine parce que celle-là est super longue. Oh là là, Lewis! Mon Dieu! Bon, il n'y a pas que lui qui parle, hein, visiblement. Auprès de la FOM, le pilote Mercedes a confirmé être au sommet de sa forme physique mais aussi mentale. Donc c'est une interview évidemment, très complète. En ce qui concerne mon bien-être physique, je me suis jamais senti aussi bien physiquement car je me suis vraiment concentré sur ce point en vieillissant. J'aime généralement piloter, je travaille sur un plan. Je ne peux pas encore vous dire ce qu'il en est, mais il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons faire.
Si Hamilton se sent aussi bien dans sa peau, c'est également grâce à ses projets hors piste avec Mercedes. Je vais être créatif et continuer à faire toutes les autres choses que j'ai l'occasion de faire. Je peux être moi-même dans cette équipe. Et le soutien de Mercedes a été incroyable depuis le premier jour. Ensemble, il ne s'agit pas seulement de gagner. Nous pouvons faire partie de nombreuses personnes dans le monde qui essaient de changer le monde pour le mieux. Nous pouvons le faire. Mercedes est une énorme marque qui peut avoir une énorme influence sur le monde. Autre élément qui fait que se sentir Hamilton si heureux à Mercedes, c'est son patron. Toto Wolff est l'un des meilleurs de mes amis. Nous avons eu des moments difficiles, nous avons eu des négociations difficiles, il y a eu des explosions d'émotions, des montagnes russes d'émotions ensemble au fil des ans. Mais nous sommes comme une famille. Je veux ce qu'il y a de mieux pour lui, il veut ce qu'il y a de mieux pour moi. Nous pouvons toujours prendre le téléphone et parler de tout ce que nous voulons. Nos valeurs sont les mêmes et nos objectifs sont les mêmes. Pour la marque, pour aider cette équipe à se développer et à atteindre ses objectifs. Hamilton s'impose également une discipline de fer pour tenir durant les nombreux week-ends de Grand Prix. J'essaie d'utiliser tout mon temps et la partie la plus calme de ma journée, en particulier lors des Grands Prix, c'est la fin de la journée, car il n'y a personne autour de moi et c'est là que je n'ai pas de distraction. Je peux passer en revue les données, je suis en contact permanent avec l'équipe de simulation à l'usine. Donc pendant que ça fonctionne, je suis capable d'avoir des interactions en direct avec le pilote qui est sur la piste. Je mange sur la piste, je suis épuisé une fois que j'ai terminé. Je commence à me détendre à la fin, je rentre à l'hôtel, et il y a peu de temps entre le coucher et le réveil, c'est ce que j'aime. Je n'ai pas envie de finir tôt ici et d'aller dîner. Je n'ai aucune envie d'aller dîner et de perdre du temps à jacasser. Je suis ici pour une seule raison, c'est de gagner des courses. Pour moi, cela, le dîner, les autres événements, etc., est une distraction. Alors je ne fais pas ça souvent, voire jamais. Eh ben dis donc, Lewis le robot, la machine, Terminator quoi. Hamilton a eu pourtant un poil à gratter, bien plus jeune que lui, en la personne de Russell qui a remplacé Bottas. L'arrivée de Russell aurait pu apparaître comme une passation de pouvoir, se passant possiblement sous tension. Il n'en est rien. Et Lewis travaille pour le moment en très bonne intelligence avec son équipier. En ce qui concerne l'arrivée de George, il était un des plus jeunes pilotes Mercedes. Il s'asseyait derrière nous lors des briefings et de l'ingénierie auparavant, donc il connaît le processus. Il arrive et s'intègre, il sait à quoi s'attendre. Et de mon côté, j'ai juste essayé d'être aussi accueillant et de l'inclure, en essayant de communiquer beaucoup sur la voiture. Qu'est-ce que je peux tester? Qu'est-ce que vous pouvez tester pour nous amener là où on veut? J'essaie simplement de travailler avec lui, comme je l'ai fait auparavant avec Valtteri. Quand vous ajoutez de nouvelles personnes, il faut du temps, pour que tout le monde se mette dans le rythme. Mais il a fait un travail incroyable. Nous avons trouvé entre nous un rythme assez décent. Très tôt, et nous continuons à travailler sur tous les points faibles pour continuer à être sur ce rythme. Allez, dernière partie, l'ingénieur Lewis Hamilton. Eh oui, il fait tout, Lewis. Les anti-Hamilton vont haïr cet article, hein, clairement. Pour autant, même au sommet de sa forme, Lewis Hamilton ne peut pas lutter pour les victoires à la régulière. Tant la Mercedes est une déception, la Mercedes 2022, et tant la Red Bull de Verstappen est solide. Beaucoup reste encore à faire, et le Britannique le sait. La pente que nous devons gravir est énorme. Pour nous, il est important d'imaginer que c'est la montagne la plus grande, la plus raide et la plus difficile à gravir. Parce que si vous pensez que ce sera une colline normale, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Il faut penser que c'est l'ascension la plus difficile que l'on puisse imaginer, ce qui signifie qu'il faut creuser profondément. En coulisses d'ailleurs, Hamilton a un travail colossal pour faire progresser autant que possible le développement. Il raconte ce travail de l'ombre. Il avait notamment expérimenté des réglages originaux en début d'année pour essayer de percer le mystère de cette W13. Il y a beaucoup de travail que nous avons déjà fait jusqu'à présent pour comprendre où nous en sommes et où nous sommes trompés dans les décisions précédentes qui ont été prises l'année dernière et cette année. Pour ce qui est de prendre les bonnes mesures pour l'année prochaine, c'est pas facile de s'y retrouver car il y a beaucoup d'options différentes. Mais la communication est ce sur quoi j'essaie de travailler avec tout le monde, en m'assurant qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce que je ressens dans la voiture et ce que je veux dans la voiture et en m'assurant que nous créons continuellement un dialogue. Ces jours-ci, je me suis assis avec Chauvelin et Ron Meadows et Mike Elliott en posant simplement des questions. Voilà ce qui me préoccupe, voilà ce qui m'empêche de dormir. Que pouvons-nous faire à ce sujet? Comment puis-je vous aider à faire mieux, à faire plus? Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire car nous devons faire confiance au processus. Il s'agit de faire savoir aux gens que vous êtes là. Ce n'est pas à eux de se débrouiller seuls, nous allons le faire ensemble. Eh ben, c'était long, hein. Donc voilà, Hamilton, écoutez, il fait tout pour revenir au sommet, hein, on peut le dire, je pense, avec son équipe. Maintenant, on verra si ça paye en 2022. Il reste 2 courses, donc ça me paraît compliqué pour aller chercher une victoire, mais bon, sur un malentendu, on sait jamais. Hein. Je pense honnêtement que si Max abandonne ou qu'il a un problème technique, un accrochage je ne sais qui, avec je ne sais qui,
Hamilton peut gagner. Mais bon, là, sans ça, ça va être compliqué. Hein. La Red Bull est quasi intouchable. Et le pilote dans cette Red Bull est très fort aussi, il faut le reconnaître. Donc ça n'aide pas. Donc chaud. J'espère juste qu'ils auront une très bonne voiture en 2023. Je vous laisse commenter, ciao. Wolf est déçu que Mercedes n'ait pas taugé cette année. Abu Dhabi 2021 est une plus grande blessure pour moi que cette saison. Bah, en vrai, oui, si Hamilton avait gagné son 8e titre comme prévu, au final, la saison 2022, bon, elle serait peut-être mieux passée au final. Parce que bon, ils auraient donné tout pour le tout. En 2021, ça aurait payé. Et là, bon, au final, voilà. Blessé, non, pas du tout. Je suis passé par des moments de ma vie où j'ai été blessé. Abu Dhabi est une grande blessure pour moi. Est une plus grande blessure pour moi que cette saison 2022. Pourquoi ? Parce que c'est notre faute s'ils n'ont pas bien démarré cette ère de la F1. Donc oui, ça m'ennuie, c'est le terme correct. Je suis déçu et ennuyé que ça nous arrive. Pour moi, pour l'équipe, je ne suis pas celui qui conçoit la F1, mais j'en suis responsable. Chez Mercedes, c'est collectif, c'est nous. Nous tous qui avons simplement pris les mauvaises décisions. Et c'est nous tous qui devons chercher à nous en sortir. Wolf admet même avoir un regret, la perte de temps très importante sur la compréhension de la voiture. Quand je pense au processus d'apprentissage et à la vitesse à laquelle il aurait pu aller, oui, c'est un regret, nous avons pataugé. Nous visions le Grand Prix de Barcelone pour avoir une direction claire à suivre. Nous ne l'avons eu que récemment. Quand vous définissez vos propres attentes sans les atteindre, c'est tout simplement ennuyeux. Mais il ne faut pas le prendre personnellement, là encore c'est du professionnel, c'est en équipe. Donc voilà, en espérant qu'ils arrivent quand même à avoir une W14 performante. Ça reste à voir, ciao ciao. Jean Lézy déclare que Hamilton montre à nouveau qu'il est le patron à Russell. L'approche expérimentale de Lewis est saluée par le français. Bravo Jean. Hamilton était le cobaye de l'équipe en termes d'essais de réglage et de nouveaux développements sur W13 et a déclaré récemment qu'il avait fait tout le travail en matière d'expérimentation. Place maintenant en course et donc à de bons résultats selon lui. Lorsque vous avez affaire à un pilote si habile à gérer ses propres performances, la vie de son équipier devient très difficile, estime Lézy. Je pense à Perez chez Red Bull bien sûr, je pense à Russell face à Hamilton. Le jeune anglais fait ses débuts chez Mercedes. Il le bat depuis les premières courses, malgré une voiture ratée, contrairement à Lewis, qui a attendu de comprendre avant de s'engager pleinement, compte tenu des lacunes initiales de la voiture. Il a eu la vision d'ensemble, aider l'équipe à trouver des solutions au détriment de ses performances en piste. Mais ensuite, une fois ce travail fini, Lewis a exprimé ses qualités intactes, compliquant le chemin de George. Je critique pas George, je dis que même un jeune homme talentueux peut avoir du mal à affronter un champion plus âgé que lui, mais expérimenté et en pleine forme. Ça arrive aussi avec quelques corrections à Esteban Ocon dans sa confrontation avec Alonso. Ouais, c'est un peu gommé du fait qu'Alonso a eu plein de problèmes de fiabilité, donc au final Ocon est devant, mais bon. Bah, c'est un peu la même chose, hein. Certains disent que Hamilton est derrière Russell, donc Russell est meilleur, mais bon, vous oubliez ce qui s'est passé au début de saison aussi. Hein. Problème de fiabilité, ça va. Par contre, les circonstances de course, la safety car mal placée, les expérimentations d'Hamilton, tout ça fait qu'au final, Russell est devant en termes de points, mais plus beaucoup. Je pense pas qu'Hamilton arrivera à dépasser Russell au classement, mais bon, au final, faut tout prendre en compte. Hein. Sinon, moi, qui est pas fan d'Alonso, je peux dire, regardez, Ocon, il est devant. C'est donc qu'il est meilleur qu'Alonso. C'est sûr. Ben non, faut tout prendre en compte. Et je pense que sans problème de fiabilité, Alonso serait largement devant Ocon. Mais bon, encore une fois, avec des si, voilà. L'ancien pilote Ferrari a également estimé que le pilotage de Verstappen avait été magnifique par rapport au dernier Grand Prix au Mexique. En regardant le Grand Prix, j'ai vu son extraordinaire capacité d'aller à chaque limite, à chaque tour. Il s'applique même s'il n'a pas une voiture clairement supérieure. Comme ça s'est produit, je pense, à Mexico. Il a fait tout son rôle en médium avec des chronos en 1.22 au tour. Tous les tours, c'est une régularité incroyable. Très bien, Jean. Merci pour ton intervention. Je vous laisse commenter. Ciao. Et Sébastien Vettel qui n'exclut pas un retour en jour en F1. J'ai l'impression de devoir traverser une cure de désintoxication. Et oui, le Vettel, le drogué à l'adrénaline, à la vitesse, à la F1. J'ai pensé à la vie au-delà de la F1 et je m'attends à ce qu'elle me manque. J'ai l'impression de devoir traverser une cure de désintox. Et parfois ça ne marche pas. J'aimerais exclure un retour un jour mais je ne peux pas. Je n'ai aucune idée de ce que je ferai dans 1 an ou 2. En ce qui concerne le physique, je fais un sport auquel on peut encore revenir après une pause de 2 ans. Cependant, j'aimerais que dans 2 ans je me dise encore non merci, j'ai plus besoin de courir. Vettel a déjà exclu certaines choses comme le voir dans le paddock trop souvent pour la télé allemande. J'ai eu une proposition évidemment, mais je ne vais certainement pas me tenir devant une caméra en tant qu'expert avec un micro à la main et ajouter mon grain de sel. Je suis pas sûr de vouloir regarder les courses. La Formule 1 a été ma vie pendant 16 ans. Maintenant, je m'attends à pouvoir vivre sans F1. Comme si j'étais dans une cure de désintox. On sait peu de choses sur ce que l'avenir réserve à Vettel, à part sa participation à la ROC 2023. Certains ont suggéré qu'il pourrait prendre un rôle à l'FOM dans un rôle d'ambassadeur pour les questions d'environnement et d'égalité des chances. Vettel ne semblait pas trop enthousiaste de cette idée. Si vous avez aimé faire quelque chose, vous pouvez aussi y être attaché. Ça ne marche pas pour certains pilotes. Ça marche pour certains pilotes que l'on voit encore dans le paddock très régulièrement.
voir à toutes les courses. Je veux aller dans l'autre sens, me détacher et découvrir d'autres choses. Il y a suffisamment d'autres choses excitantes à faire de ce côté. De mon côté, il faut que j'arrive à ouvrir la porte d'à côté et à trouver mon bonheur. D'accord, donc intéressant. Au final, il arrête, mais est-ce que ce serait une retraite définitive? Est-ce que c'est pas une pause d'1 an ou deux, pour après revenir par la suite? Pourquoi pas chez Sauber en attendant que ça soit devienne Audi en 2026 officiellement, par exemple, vu qu'ils veulent un pilote allemand. Bon, j'ai le sentiment qu'on va le revoir, Vettel. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il va nous faire une Alonso là. Il va revenir en F1. Pour combien de temps, ça, on verra. Pour l'instant, bon, en tout cas, c'est une retraite, mais peut-être pas définitive. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on va le revoir ou pas? Ciao.